Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 280. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Pendant longtemps, le marketing d'influence a été l'apanage des marques B2C. On l'associait spontanément aux réseaux sociaux, aux placements produits, aux influenceurs, lifestyle, bref, à un univers très éloigné de celui du B2B. Mais les choses changent. Aujourd'hui, les décideurs ne se contentent plus de lire des livres blancs ou d'assister à des salons pour s'informer. Ils suivent des experts sur LinkedIn, ils écoutent des podcasts de niche et ils s'abonnent à des newsletters pointus. Ils veulent des contenus authentiques, portés par des personnes crédibles, pas des publicités déguisées. Et c'est dans ce contexte que le marketing d'influence B2B fait son entrée. Il est encore peu exploré, parfois perçu avec scepticisme. Il suscite pourtant un intérêt croissant. Les entreprises cherchent à gagner en visibilité, en légitimité et surtout en confiance. Et certains influenceurs B2B sont aujourd'hui capables de générer bien plus d'impact qu'une campagne classique. Mais cette stratégie, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à tous ? Quels sont les leviers spécifiques au B2B ? Comment identifier les bons profils ? Et surtout, comment mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ? Dans cet épisode du podcast du marketing, je vous propose de creuser ce sujet passionnant. On va démystifier les idées reçues, décortiquer les méthodes, partager des exemples concrets et vous donner les clés pour décider si oui ou non le marketing d'influence B2B peut être une opportunité pour votre business. Alors quand on évoque le marketing d'influence, l'image qui vient spontanément à l'esprit, c'est souvent celle d'un influenceur B2C, une personne qui va être suivie par des milliers de fans sur Instagram ou sur TikTok et qui fait la promotion souvent d'un produit de beauté, d'un vêtement ou d'un voyage, souvent en échange d'une rémunération ou d'un produit gratuit. Mais dès qu'on change de terrain et qu'on passe au B2B, eh bien les codes changent du tout au tout. Le marketing d'influence B2B, eh bien il repose sur des bases beaucoup plus stratégiques. Il s'agit ici de créer des partenariats avec des professionnels reconnus dans leur domaine, dont la parole a du poids auprès d'une audience professionnelle spécifique. On ne cherche pas à séduire le grand public. L'objectif, c'est d'influencer des décideurs, des experts, des acheteurs potentiels dans un cadre professionnel. Alors la première différence, c'est le niveau d'exigence. En B2B, l'audience, elle est souvent composée de profils très qualifiés. Ça va être des dirigeants, des responsables marketing, des DAF, des DRH. Autant dire que la superficialité ou le sensationnalisme n'ont pas leur place. Ce que les audiences recherchent, c'est de la valeur, de la pertinence et surtout de la crédibilité. L'influenceur B2B n'est pas un simple relais de visibilité, c'est un partenaire de contenu. Il doit savoir de quoi il parle et inspirer la confiance. Deuxième différence majeure, les décisions d'achat en B2B ne se prennent pas en quelques minutes sur un coup de cœur. Elles sont rationnelles, elles sont comparées, débattues, validées. Ça signifie que l'influenceur B2B, eh bien, il ne cherche pas un impact immédiat, mais il s'inscrit dans une stratégie de nurturing. Il alimente la réflexion, il éduque, il oriente. Son rôle, il est bien souvent de faire mûrir une opportunité, pas de conclure une vente directe. Autre différence notable, la nature de la collaboration entre la marque et l'influenceur. Là où le B2C fonctionne souvent sur des campagnes ponctuelles qui vont être très cadrées, un brief, du contenu, de la rémunération, le B2B, eh bien, il mise davantage sur des relations à long terme qui vont être basées, par exemple, sur de la co-création de contenu. Je pense à des webinaires, des podcasts, des études de cas. L'objectif, c'est de construire un lien durable avec l'audience, pas simplement de faire parler d'un produit. Et puis dernière chose, il faut noter que l'influence B2B est souvent plus discrète, mais potentiellement plus puissante. Un post LinkedIn qui va être lu par 500 bonnes personnes peut avoir bien plus d'impact qu'une story qui va être vue par 10 000 anonymes. Le vrai enjeu ici, c'est la qualité de l'audience. En B2B, on s'adresse à ceux qui décident, pas forcément à ceux qui likent.
Le marketing d'influence B2B n'est pas nouveau dans l'absolu. Depuis longtemps, certaines entreprises sollicitent des experts pour co-animer des événements ou signer des tribunes. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'accélération du phénomène et la manière dont il s'intègre aujourd'hui dans les stratégies digitales. On a plusieurs tendances qui convergent pour faire de l'influence B2B un levier de plus en plus stratégique. Je vais vous en donner 4. La première, c'est la digitalisation du parcours d'achat professionnel. Les comportements d'achat ont radicalement changé, y compris en B2B. Aujourd'hui, 80% du parcours d'achat B2B se fait en ligne, bien avant qu'un commercial intervienne. En fait, les acheteurs consultent des articles, des vidéos, des posts LinkedIn, ils écoutent des podcasts, ils veulent s'informer à leur rythme, de manière autonome et surtout à travers des sources qu'ils jugent crédibles. C'est là que les influenceurs B2B interviennent. Ils deviennent des référents, des relais de confiance à qui on prête une attention parce qu'ils partagent des contenus qui vont être utiles, qui vont être sincères et qui vont être pédagogiques. Leur rôle, en fait, il s'inscrit dans cette nouvelle logique de contenu pool. L'audience vient à eux volontairement. La deuxième tendance, c'est la saturation des canaux traditionnels. Vous avez la publicité, le cold calling, le cold emailing. Les canaux marketing classiques sont de plus en plus saturés. L'attention des décideurs, elle est fragmentée. Leurs boîtes mail sont pleines, leur patience est limitée. À l'inverse, un post LinkedIn d'un expert qu'ils respectent ou alors un épisode de podcast qu'ils écoutent chaque semaine, il y a toutes les chances de passer au-dessus du bruit ambiant. C'est une attention qui est plus qualifiée, qui est plus disponible et donc plus précieuse. La troisième tendance, c'est l'émergence des plateformes d'influence B2B. Si vous y pensez, vous avez le B2C qui va s'appuyer sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et l'influence B2B, elle a ses propres terrains de jeu. Et ces terrains de jeu, c'est quoi ? C'est LinkedIn qui va s'imposer clairement comme le canal principal avec une portée organique qui est encore forte et puis une culture du partage d'expertise. Vous avez les newsletters spécialisés qui permettent de toucher des niches ultra qualifiés. Et puis vous avez les podcasts professionnels, comme le podcast du marketing par exemple, qui fidélisent une audience chaque semaine. Et puis vous avez de nouveaux espaces, comme par exemple les communautés Slack, des événements live, Substract, Discord, etc. En fait, c'est autant d'opportunités pour les marques de s'adosser sur des créateurs, des leaders d'opinion qui sont déjà installés sur ces formats. La quatrième tendance, c'est la montée de la recherche de confiance. On est dans un monde où tout le monde vend quelque chose. La confiance devient la monnaie principale. En fait, la confiance, ça se construit pas avec une bannière publicitaire. Elle se gagne par la répétition, par la valeur et par l'authenticité. Et les influenceurs B2B, ils sont en première ligne pour ça. Ce sont ces personnes qui parlent avec leur propre voix, qui ont une ligne éditoriale, un point de vue, une communauté, et collaborer avec eux, c'est emprunter leur capital de confiance à condition que la marque respecte leur code. Bon, mais alors à quoi ça ressemble un influenceur B2B ? Contrairement à l'univers B2C où les catégories d'influenceurs sont souvent définies par le nombre d'abonnés, vous avez les nanos, les micros, les macros, les célébrités, le B2B repose davantage sur la légitimité, sur la profondeur d'expertise et sur la capacité à créer une relation durable avec une audience qualifiée. Du coup, il est plus pertinent de classer les influenceurs B2B selon leur posture et leur rôle dans l'écosystème professionnel. Donc, on peut distinguer 3 grandes familles. La première, c'est les experts métiers. La deuxième, c'est les créateurs de contenu. Et la troisième, c'est les leaders d'opinion. Donc, on va commencer par les experts métiers. Ce sont des professionnels qui parlent depuis le terrain. Ils vont souvent être consultants, formateurs, ingénieurs, ça va être des coachs ou alors des entrepreneurs. Leur influence repose sur leur expérience, sur leur savoir-faire, sur leur capacité à transmettre. Alors, ils n'ont pas toujours une immense audience, mais ils bénéficient d'une crédibilité qui est forte dans leur niche. Leur parole est écoutée car elle est perçue comme authentique, pragmatique et utile. En fait, on leur fait confiance parce qu'ils ont les mains dans le cambouis. Typiquement, ils vont proposer des témoignages ou une interview dans un podcast, un webinaire en co-animation, une rédaction ou une co-signature d'un livre blanc, ou alors ils vont vous faire du mentorat ou une formation sponsorisée. Ce sont des influenceurs de profondeur. Ils n'apportent pas forcément de reach, mais ils peuvent convaincre des prospects qualifiés.
Le deuxième type d'influenceurs, c'est les créateurs de contenu. Alors eux, ils sont souvent hybrides, ils vont être à la fois experts et communicants. Leur force, c'est leur capacité à produire régulièrement des contenus qui sont engageants, que ce soit des posts LinkedIn ou alors des vidéos sur YouTube ou des newsletters ou même des podcasts. Ce sont eux qui vont pouvoir faire émerger un sujet, fédérer une audience autour d'un point de vue ou alors mettre en lumière une problématique métier. Ils savent raconter, ils savent vulgariser et partager. Et ils bâtissent souvent une communauté autour d'eux au fil du temps. Alors leur influence, elle repose sur la régularité de leur prise de parole, leur capacité à vulgariser des sujets techniques et leur talent de narration. Ils sont précieux pour les marques qui veulent s'associer à une voix identifiable et toucher une audience qui est déjà éduquée. Et puis, le troisième type d'influenceurs, ce sont les leaders d'opinion. Ce sont des figures qui vont être reconnues dans un secteur, typiquement des CEO, des auteurs, des conférenciers, des professeurs. Leur influence, elle n'est pas toujours liée à leur activité de création de contenu, mais plutôt à leur statut, à leur ancienneté ou à leur réseau professionnel. Ils interviennent souvent sur des temps forts, typiquement sur des conférences, des interviews, des tribunes. Alors attention, ils sont souvent très sélectifs dans leur collaboration, mais leur parole a du poids, surtout auprès d'autres décideurs. Ils peuvent endosser une cause ou alors un positionnement, ils peuvent porter une vision stratégique, ils peuvent participer à un événement ou à un contenu à fort impact symbolique. Ce sont des influenceurs en fait institutionnels qu'il faut activer avec précaution, mais avec un impact potentiellement très élevé. Bon, mais alors comment est-ce qu'on choisit les bons influenceurs? Parce que trouver un influenceur B2B, ça ne se résume pas à vérifier son nombre d'abonnés ou alors le taux d'engagement de ses publications. En B2B, les collaborations doivent être hautement ciblées, crédibles et alignées avec les objectifs de l'entreprise. Donc la sélection, elle repose sur des critères qui vont être bien plus fins que dans le monde du B2C. Il y a 4 éléments principaux à prendre en compte pour choisir le bon profil. Le premier élément, c'est la crédibilité perçue par l'audience. C'est le critère numéro 1. La taille de sa communauté n'a aucune importance si l'influenceur n'est pas perçu comme légitime dans son domaine. Là, on parle d'expertise reconnue, de qualité des contenus qu'il va partager, de clarté dans les prises de position, mais aussi de cohérence entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que son audience le considère comme une source fiable? Est-ce qu'il a une posture d'expert, de praticien ou de consultant? Est-ce qu'il est invité à prendre la parole dans des événements métiers ou des médias spécialisés? Un bon influenceur B2B, il inspire confiance. Et il inspire confiance pas seulement aux internautes, mais aussi et surtout à vos prospects. Le deuxième élément, c'est l'alignement éditorial et sectoriel. Il est essentiel que le positionnement de l'influenceur soit pertinent par rapport à votre secteur d'activité, à vos valeurs et à vos offres. Une collaboration, elle ne doit jamais sembler forcée ou opportuniste. Plus l'alignement est fort, plus la collaboration, elle apparaîtra naturelle et donc elle sera plus efficace. Demandez-vous, est-ce que ces thématiques croisent directement les miennes? Est-ce qu'il s'adresse à ma cible, c'est-à-dire à des décideurs, à des managers ou à des fonctions spécifiques? Est-ce qu'il partage mes convictions, mon approche du métier? Un bon match éditorial, c'est souvent plus efficace qu'une audience 10 fois plus grande, mais mal ciblée. Le troisième élément, c'est la qualité de la communauté. En B2B, le nombre d'abonnés, il est secondaire. Ce qui compte, c'est qui compose cette audience. Clairement, il vaut mieux avoir 2000 abonnés très engagés dans un secteur clé que 50 000 personnes peu qualifiées. Pour ça, vous pouvez regarder les interactions dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des décideurs qui réagissent? Les tons des échanges, est-ce que c'est technique, business, stratégique? Les relais, est-ce que des gens influents partagent ou citent cet influenceur? Ce sont souvent ces signaux faibles qui révèlent la vraie valeur de la communauté. Et puis quatrième élément, ça va être la capacité à co-créer. Certains profils préfèrent garder le contrôle total sur leur contenu et d'autres sont ouverts à la co-construction, comme par exemple la création de webinaires ou alors des articles en tandem, des interviews croisées, des contenus sponsorisés avec de la transparence éditoriale, bien sûr. Idéalement,
vous voulez travailler avec une personne qui voit cette collaboration comme un partenariat, pas juste comme une simple opportunité de monétisation. Un bon influenceur B2B, il propose des idées, il est à l'aise avec différents formats et il veut construire une relation à long terme avec vous. Alors une fois les bons influenceurs identifiés, encore faut-il savoir où et comment collaborer avec eux. En marketing B2B, le choix des formats et des canaux est stratégique parce qu'il conditionne directement l'impact du message sur la cible qui est visée. En B2C, on mise souvent sur la viralité, alors qu'ici, l'enjeu, ça va être de gagner l'attention et la confiance d'un public qualifié. Alors, je vous propose un tour de table des formats les plus pertinents aujourd'hui avec les canaux qui sont associés. Le premier, ça va être LinkedIn. C'est le réseau roi du B2B. LinkedIn, c'est aujourd'hui, on va dire, la plateforme centrale du marketing d'influence B2B. On a plus de 25 millions d'utilisateurs en France. C'est principalement des professionnels actifs et c'est un réseau social qu'offre une portée organique qui est encore forte, à condition bien sûr d'adopter une approche éditoriale qui va être authentique et régulière. Ce qui marche sur LinkedIn, ça va être des posts d'analyse ou des posts d'opinion qui va être partagés par l'influenceur avec la mention de la marque. Ça peut être des interviews croisées en format, par exemple, carrousel ou vidéo. Ou alors, ça va être des lives qui vont être co-animés. Le vrai levier sur LinkedIn, c'est l'engagement de l'audience. Donc, les commentaires, les partages, les interactions, c'est ça qui va donner de la visibilité aux publications et qui crée un effet de réseau. Deuxième format, les podcasts. C'est la voie de la crédibilité. Les podcasts professionnels connaissent en fait un véritable boom et pour cause, ils permettent de s'adresser à une audience captive, souvent dans des moments d'attention privilégiés comme par exemple les transports ou le sport. Donc collaborer avec un influenceur qui anime déjà un podcast ou qui intervient régulièrement comme invité, ça va permettre à une marque de bénéficier d'une exposition qui va être à la fois qualitative et durable. Alors les formats de collaboration possibles, ça va être typiquement une interview d'un expert de la marque dans un podcast de l'influenceur, ou alors la co-création d'un épisode thématique autour d'un enjeu métier. Vous pouvez avoir aussi du sponsoring, c'est-à-dire de la recommandation en ouverture ou en conclusion d'un épisode par le créateur du podcast. Et puis, vous avez la création conjointe d'une mini-série sur un sujet de niche. Là encore, la clé, c'est la cohérence éditoriale. L'idée, c'est pas de faire de la pub déguisée, mais d'apporter de la valeur. Troisième format, la newsletter. C'est la force de la régularité. Les newsletters spécialisées, elles reviennent en force. Elles sont moins bruyantes que les réseaux sociaux, mais elles offrent un espace plus intime avec un taux d'attention qui est véritablement élevé. Un influenceur qui anime une newsletter qui va être lue par des décideurs, il peut devenir un véritable canal de recommandation. Alors, les types de partenariats que vous pouvez faire, ça va être une insertion d'un encart sponsorisé qui va être rédigé par l'influenceur, ou alors vous pouvez avoir une tribune qui va être signée par la marque et relayée dans la newsletter. Vous pouvez aussi avoir la co-rédaction d'un dossier ou d'une analyse sur un sujet précis ou une série de contenus qui va être étalée sur plusieurs envois. Ça va vous permettre de créer de la récurrence. C'est un format très adapté aux campagnes longues où on cherche à construire une présence régulière dans l'esprit des lecteurs. En résumé, le succès d'une campagne d'influence B2B, elle ne repose pas sur un format unique, mais sur la bonne combinaison entre l'influenceur, le canal et l'objectif. Et surtout, la valeur réelle que la marque apporte à la communauté de l'influenceur. Bon, une fois l'influenceur identifié et le canal choisi, l'étape cruciale et qui est souvent sous-estimée, c'est de structurer une collaboration claire, fluide et surtout aligné avec les objectifs marketing de la marque. L'influence, c'est ni une opération de relations publiques, ni une simple transaction publicitaire. En B2B, la collaboration doit être pensée comme un véritable partenariat stratégique. Alors, je vous donne les étapes clés pour y parvenir. La première, ça va être de définir des objectifs précis et réalistes. Avant de briefer l'influenceur, il faut savoir ce que l'on attend concrètement de cette collaboration. C'est de la notoriété, de la génération de leads, du positionnement d'expertise, du réseautage avec une cible spécifique. Chaque objectif implique des formats, des indicateurs et une temporalité différente. Donc,
Un bon brief doit clarifier plusieurs choses. 1. L'objectif principal et l'objectif secondaire s'il y en a. 2. L'audience cible, la fonction, le secteur, le niveau de décision. 3. Un message central à faire passer. 4. Un niveau de visibilité attendu, est-ce que c'est plutôt du reach ou de l'engagement? Et tout ça, ça va permettre à l'influenceur de proposer un angle éditorial qui va être pertinent et puis à la marque de mesurer l'impact réel. Deuxième étape, on va co-créer un contenu à forte valeur ajoutée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en B2B, l'influence ne se vend pas, elle se partage. Donc il est fondamental que le contenu qui va être coproduit serve réellement l'audience, que ça apporte des informations utiles, des idées nouvelles ou des points de vue qui vont être différenciants. Ça suppose d'impliquer l'influenceur dans la création, pas seulement dans la diffusion. Ça veut dire de lui laisser une liberté éditoriale qui va être suffisante pour que le message soit crédible, de viser un format qui va être pédagogique, utile, argumenté. Par exemple, un influenceur, il va être bien plus impactant si c'est lui qui rédige une tribune sur une problématique actuelle, plutôt que s'il reprend votre argumentaire commercial. Troisième étape, clarifier les conditions de la collaboration. Même si la relation est qualitative, il ne faut évidemment pas négliger les aspects contractuels. Pour éviter les malentendus, il est essentiel de formaliser les engagements pour chacune des parties. Dedans, vous allez mettre un calendrier de diffusion, le nombre et la nature des contenus, les canaux utilisés, les mentions de la marque, le ton, les liens, des hashtags, les disclaimers, etc. Vous allez y mettre les modalités de validation, d'ajustement, de relecture. Vous mettez bien sûr la rémunération éventuelle ou les échanges de services, selon ce que vous avez négocié. Ce cadre-là, ça rassure tout le monde et ça laisse plus de place à la créativité. Quatrième étape, préparer le terrain en interne. C'est un point qui est souvent oublié. La collaboration ne se limite pas à un binôme marque-influenceur. Pour maximiser l'impact, il faut mobiliser l'écosystème de la marque. Ça veut dire les commerciaux, les collaborateurs, les ambassadeurs, les partenaires. Ça peut passer par exemple par du relais de contenu sur les canaux internes, ça peut être des réactions, des commentaires sur les réseaux sociaux, et puis ça peut être le support de la direction ou des fondateurs pour légitimer le message. Une campagne bien orchestrée, elle devient alors un projet collectif où la marque et l'influenceur parlent d'une même voix. Pour résumer, le marketing d'influence B2B a longtemps été considéré comme un parent pauvre de l'influence B2C et c'est en train de changer. L'influence B2B prend une place stratégique dans les plans marketing des entreprises les plus ambitieuses. Et pour cause, dans un monde où la confiance est devenue rare, s'appuyer sur des voix crédibles pour toucher des décideurs, des experts ou des prescripteurs, c'est un levier puissant à condition bien sûr de bien l'utiliser. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, d'abord, il faut comprendre les spécificités du B2B. Ici, pas de buzz ni de viralité superficielle, l'enjeu c'est la crédibilité, la précision, la qualité de la relation. L'influence se gagne par la valeur, pas par la visibilité brute. Ensuite, il faut déployer une stratégie ciblée. Tout repose sur le bon choix de partenaires, de formats et de canaux. LinkedIn, les podcasts et les newsletters se révèlent particulièrement efficaces s'ils sont utilisés avec cohérence. Et puis, il faut éviter les pièges du B2C, pas de one-shot, pas de discours commercial masqué, pas d'audience hors cible. Ce qui compte, c'est le fond, la sincérité et la relation sur le long terme. L'influence B2B, c'est un investissement éditorial, un pari sur la durée qui se construit avec méthode, avec patience et avec une vraie compréhension des enjeux de votre audience. Alors maintenant, posez-vous une question. Qui sont les voix influentes sur votre secteur? Pas forcément les plus visibles, mais les plus écoutées, celles qui nourrissent vraiment les réflexions de vos prospects. Identifiez-les, suivez-les, interagissez avec eux, et si le fit est bon, vous pourriez envisager une collaboration alignée, bien sûr, avec vos objectifs de fond. Et puis bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec un collègue ou une collègue qui travaille sur la stratégie marketing, ou alors vous pouvez laisser un avis ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ou venir en discuter avec moi sur LinkedIn. J'adore échanger, vous le savez, sur les sujets marketing. Je vous dis à très vite.